Téhéran menace Londres et Paris. Le ministère iranien des Affaires étrangères a promis ce dimanche une réponse immédiate en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de navires militaires dans la région. Il a ajouté que toute implication européenne ne ferait qu'entraîner une hausse des prix de l'énergie et compliquer encore davantage une situation déjà délicate. De son côté, Emmanuel Macron a répondu qu'aucun déploiement français n'avait été envisagé. Plus tôt dans la journée, le président américain Donald Trump a vivement critiqué la réponse de l'Iran à sa dernière proposition de cessez-le-feu, la qualifiant de totalement inacceptable. Selon Washington, Téhéran aurait proposé un cessez-le-feu lié à un assouplissement des restrictions maritimes, mais rejeté un démantèlement total de ses infrastructures nucléaires, point crucial pour les négociateurs américains. À la place, il propose de diluer l'uranium hautement enrichi et de transférer les stocks restants vers un pays tiers et de suspendre les activités d'enrichissement pour une durée plus courte que celle proposée par Washington. L'Iran aurait également exigé la libération de ses avoirs gelés, la fin du blocus naval américain de ses ports et des réparations pour les dommages causés par les frappes américano-israéliennes. بنابراین هر آنچه که ما در متن اون پیشنهاد کردیم خواسته‌های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. L'Iran a ajouté que le Liban, ciblé depuis plusieurs semaines par de violentes attaques israéliennes, devait également être inclus dans tout accord de cessez-le-feu. Pékin a confirmé que le président américain Donald Trump se rendra en Chine mercredi pour une visite d'État de 3 jours. Trump devrait discuter du commerce avec son homologue chinois Xi Jinping, mais également de l'Iran. Il devrait exhorter Pékin à user de son influence pour faire pression sur Téhéran afin qu'il conclue un accord avec les États-Unis. Pékin est un partenaire crucial de la République islamique. 80% du pétrole iranien est acheté par l'Empire du Milieu. Cette visite en Chine sera la première d'un président américain depuis celle effectuée par Donald Trump en 2017. Il devait se rendre en Chine plus tôt cette année, mais son voyage a été reporté en raison de la guerre avec l'Iran. Trump a souvent vanté ses relations avec Xi Jinping, mais la Chine et les États-Unis restent en désaccord sur plusieurs questions clés. Parmi celles-ci, les droits de douane, les relations de Pékin avec l'Iran et Taïwan. La visite du président américain comprend entre autres un déjeuner de travail avec Xi Jinping et un banquet d'État. À Nairobi, capitale du Kenya, où il participait au sommet Afrique-France consacré au renforcement des partenariats en matière d'innovation, Emmanuel Macron a saisi l'occasion pour présenter la nouvelle loi cadre visant à faciliter la restitution des œuvres culturelles africaines acquises ou spoliées durant la période coloniale, tout juste adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Cette réforme concrétise une promesse formulée par le président français en 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso lorsqu'il s'était engagé à créer les conditions de restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain conservé en France. Jusqu'à présent, chaque restitution nécessitait l'adoption d'une loi spécifique afin de déroger au principe d'inaliénabilité des collections nationales. Cette loi cadre simplifie désormais la procédure en autorisant des transferts de propriété par le biais d'accords bilatéraux, évitant ainsi de longs débats parlementaires pour chaque œuvre concernée. À un an de la fin de son mandat, Emmanuel Macron a promis qu'il poursuivrait son engagement en faveur de la restitution du patrimoine africain après son départ de l'Élysée. L'invasion russe de l'Ukraine et le conflit au Moyen-Orient seront au cœur de l'ordre du jour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. S'exprimant dans l'émission Europe Today d'Euronews, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergaard, affirme que l'Europe devrait favoriser les sanctions envers Moscou plutôt que les négociations. I think the main problem is that Russia is not really interested in peace. They are trying different maneuvers, but we need to keep our focus where it needs to be, and that is on increasing the pressure on Russia and increasing the support for Ukraine. So there's a lot more to be done. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE espèrent élargir la liste noire de l'Union à des ressortissants russes responsables de la déportation et de l'adoption forcée d'enfants ukrainiens. Interrogée sur ces réunions entre ministres de l'UE, Maria Malmer Stenergaard a également noté un changement dans leur atmosphère suite à l'arrivée du nouveau gouvernement hongrois dirigé par Péter Magyar.
Brave Germany, c'est le nom de l'accord signé à Kiev par les ministres allemands et ukrainiens de la Défense. Le programme vise à soutenir le développement des technologies de défense et le soutien aux start-up innovantes. La visite à Kiev de Boris Pistorius n'avait pas été annoncée et il s'agit selon lui de travailler sur des projets d'armement communs. Le ministre allemand cite notamment le développement de systèmes sans pilote de pointe dans tous les domaines, en particulier dans le domaine des frappes en profondeur. Es geht nicht darum, dass nur immer der eine jeweils von dem anderen profitiert, sondern es wechselseitig darauf ausgelegt ist, dauerhaft miteinander zu kooperieren und zum gegenseitigen und gemeinschaftlichen Nutzen besser zu werden. Und die Daten, die die Ukraine jetzt im 5. Jahr auf dem Gefechtsfeld sammelt, durch Einsatz von Luftverteidigung, von Drohnen, von Gefechtsfahrzeugen aller Art, strategisch, taktische Manöver, all das gehört dazu. Aber vor allen Dingen die Daten, die entstehen durch die digitale Form der Kriegführung, sind Daten, die sonst niemand hat. L'agence de presse ukrainienne Ukrinform place l'Allemagne en tête des alliés de l'Ukraine en termes d'assistance en matière de sécurité. L'Allemand Boris Pistorius est arrivé à Kiev au lendemain des déclarations de Vladimir Poutine sur la possible fin du conflit. Selon Boris Pistorius, il s'agit sans doute d'un leurre et Vladimir Poutine cherche à détourner l'attention de ses propres faiblesses. Искусство на показ, а под ним могилы и кровь искусства России. Под такими лозунгами собрались в среду на штурм российского павильона на Венецианской биеннале активистки основанного в Украине движения «Фемин» и сторонники российской панк-группы «Pussy Riot». Итальянская полиция не пустила манифестантов в павильон, работа которого, тем не менее, оказалась заблокированной на некоторое время. С нами на связи одна из организаторов акции протеста, участница Pussy Riot, феминистка, защитница прав заключенных, не понаслышке знающая о российских тюрьмах, Надежда Толоконникова. Надежда, добро пожаловать на Евроньюз. Здравствуйте. Название вашей акции можно перевести как «Шторм Венеции» или «Штурм Венеции». Вы хотели скорее вызвать волнение в общественном мнении или нарушить работу биеннале и российского павильона? Настоящей победой будет, когда официальная Россия исключат из участия в Венецианской биеннале и дадут возможность нам, как группе, скурировать свое собственное видение павильона России. Мы считаем, что сегодня настоящим лицом России являются люди, которые сидят незаконно. Предложение очень простое. Мы хотим принести искусство, сделанное политзаключенными художниками, которые сидят сегодня в российском ГУЛАГе за то, что они выступили в поддержку Украины против режима Путина. Очень просто. У нас есть эти работы, у нас есть биографии этих художников, у нас есть связь с их родственниками, адвокатами, группами поддержки. И мы можем организовать все это за 2 дня. Нам нужен только павильон, и нам нужен реальный диалог, а не закрытая дверь. Я благодарна каждому человеку, который высказывает свое мнение по поводу Венецианской биеннале, по поводу участия России. Но пока я хочу сказать, что Россия выигрывает, что у них сейчас происходит вечеринка на костях. Они пьют водку, они раздают бесплатное шампанское. В этом движении против включения официальной России в Венецианскую биеннале очень много союзников. И ведь и Европарламент, и Совет Европы, и, я думаю, другие к нам подключаться. Поэтому я думаю, что если не в этом году, то в 2028 году нам удастся привести искусство политических заключенных России вместо того парада абсурда, который происходит на выставке в павильоне России сейчас. Un avion de la compagnie Turkish Airlines transportant 277 passagers et 11 membres d'équipage a été évacué en urgence lundi après un début d'incendie lors de l'arrivée de l'appareil, un Airbus A330 en provenance d'Istanbul, à l'aéroport de Katmandou.
Le feu serait parti du train d'atterrissage droit de l'avion, a expliqué le porte-parole de l'autorité de l'aviation civile du Népal, qui a précisé que tous les passagers étaient sains et saufs et que les opérations de secours étaient terminées. Le porte-parole de Turkish Airlines a quant à lui indiqué qu'une première inspection technique de l'appareil avait permis d'établir un dysfonctionnement technique dans une conduite hydraulique. L'incident a entraîné la fermeture de l'unique piste de l'aéroport pendant près de 2 heures dans la matinée. Celle-ci a été rouverte depuis. Les pistes d'atterrissage du Népal figurent parmi les plus isolées et les plus dangereuses au monde, constituant un défi même pour les pilotes les plus expérimentés. La rénovation de l'école théologique de Khalki, fermée depuis des décennies, devrait s'achever en septembre selon une annonce du patriarcat œcuménique. Toutefois, aucune autorisation officielle n'a encore été accordée pour la réouverture de l'établissement. Située à Ebeliada, l'une des îles des Princes au large d'Istanbul, l'école a été fondée au milieu du XIXe siècle. Elle a longtemps été le principal établissement d'enseignement théologique de l'Église orthodoxe jusqu'à sa fermeture en 1971 en raison d'une loi turque interdisant le fonctionnement des écoles religieuses supérieures privées. Malgré les appels répétés adressés à Ankara pour sa réouverture, le dossier reste toujours bloqué. Le sujet avait également été évoqué lors de la rencontre entre le patriarche Bartholomé Ier et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche en septembre dernier. L'affaire est suivie de près tant par les États-Unis que par l'Union européenne qui a critiqué à plusieurs reprises la Turquie sur des questions de liberté religieuse concernant les minorités non musulmanes. Depuis sa fondation en 1844, l'école a formé un certain nombre de personnalités éminentes de l'Église, dont le patriarche Bartholomé Ier lui-même.